L'œil de l'expert ce matin, c'est Florence Bergeau-Blacker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, auteur de plusieurs livres très remarqués autour de l'islam, le marché halal ou l'invention d'une tradition qui était parue aux éditions du Seuil. Vous avez publié plus récemment Cacher cet islamisme, voile et laïcité de la cancel culture. Et puis la semaine dernière, vous avez publié une tribune sur le hijab dans Le Point à propos de cette campagne qui a beaucoup fait parler. Beauty is in diversity as freedom is in hijab. Derrière la campagne donc pro-voile du Conseil de l'Europe, vous dites qu'il y a les frères musulmans et que ce n'est pas aussi anodin qu'on pourrait l'imaginer. Tout à fait. D'abord, il faut bien en effet préciser que le voile, le hijab, est une pratique religieuse obligatoire du point de vue de certains musulmans. C'est pas tous les musulmans. Ce sont ceux qui ont une lecture dogmatique, littéraliste et intégraliste de l'islam, ce qu'on appelle les fondamentalistes. Et c'est une pratique qui a pour but d'invisibiliser les formes du corps des femmes dans l'espace public. Et parmi ces fondamentalistes, on trouve les frères musulmans européens qui forment un mouvement politico-religieux très influent, plutôt élitiste, très prosélyte. Ces frères donc nourrissent l'espoir de fonder une société islamique mondialisée. Et ce que vous décrivez tout au cours de vos écrits, et moi j'ai été assez frappée de certains de vos articles, en particulier ceux où vous parlez des femmes, c'est que les femmes sont un outil de pénétration, pardon de l'expression, mais sont un outil pour ces frères musulmans pour arriver dans la société, pour pénétrer cette société. Oui, en particulier le hijab, bien sûr. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant dans cette campagne du Conseil de l'Europe, financée donc par l'Union européenne, c'est qu'elle donne tort en fait à tous ceux qui minimisent le problème de l'islamisme en Europe, qui pensent par exemple que la mode modeste, les voiles colorés, etc., sont une forme d'engagement vers la modernité séculière et sont en rupture avec l'islamisme. En réalité, quand on regarde qui est derrière cette campagne du Conseil de l'Europe, eh bien, on retrouve les frères européens et en particulier donc une association de jeunes étudiants musulmans qui s'appelle la FEMISO et qui est une fédération parfaitement frériste. On retrouve les organismes de lutte contre l'islamophobie qui appartiennent à la sphère frériste, comme par exemple le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été interdit en France et qui maintenant agit depuis Bruxelles, où je me trouve, où l'environnement politique est particulièrement favorable. Et évidemment, toutes ces associations cachent leurs liens avec la confrérie et diffusent des images très colorées, très avenantes, en réalité pour rappeler, pour nous accoutumer, pour nous habituer à la norme, à la norme religieuse qu'ils imposent. Mais comment se fait-il qu'ils aient accès à ces structures au Conseil de l'Europe? Comment se fait-il qu'ils arrivent à être aussi influents? C'est ça, on peut se demander effectivement comment le Conseil de l'Europe se fait à ce point-là influencer par de telles associations qui ne sont pas si puissantes que ça, qui sont quand même très, je veux dire, il y a un petit nombre d'associations, mais une influence considérable dans le champ religieux. En réalité, ces liens avec les frères musulmans sont très anciens et nous avons été quelques-uns à les dénoncer depuis quelques années. Malheureusement, on n'est pas entendu. Et ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est qu'elle était au départ destinée à lutter contre la haine en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc, le Conseil de l'Europe avait mis à disposition des associations, des jeunes militants, des kits de communication pour déconstruire les stéréotypes et finalement les a confiés à des associations avec qui elle travaille depuis certaines années, des associations fréristes. Et que cherchent en fait ces associations, c'est à banaliser la norme du hijab et la norme religieuse pour les musulmans et à prendre le leadership, à être les interlocuteurs naturels des musulmans au niveau des institutions européennes. Et ça fonctionne puisqu'on le voit, on a de plus en plus de gens qui souscrivent finalement à l'idée que mon voile, ma liberté, en raison de ces formes colorées très fashion de la mode modeste. Mais, il faut savoir que la France a été un des pays les plus en pointe contre cette campagne, que cette campagne a été suspendue mais non pas supprimée.
Donc on peut la voir revenir sous d'autres formes. Et malheureusement, la France est très isolée. Oui, très isolée. Et comment vous l'expliquez justement? C'est quoi? C'est la peur? C'est la tyrannie des minorités, si je caricature un petit peu. Comment vous l'expliquez? Le fait qu'il y a quoi? Il y a une banalisation, il y a une peur. C'est la raison principale, c'est laquelle? Mais déjà, il y a une culture laïque en France, Oui. il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens qui sont très vigilants sur tout le territoire, chose qu'on ne trouve pas par exemple en Belgique. C'est un cas que je connais assez bien, ouais. que je décris dans mon livre Cacher cet islamisme, où il y a véritablement une alliance entre ce qu'on appelle le wokisme, Oui. c'est-à-dire une espèce de petite élite bourgeoise qui considère qu'il faut aider les minorités et qui veulent en fait coaliser les minorités contre la majorité, ce qui est une façon en fait de dénigrer la démocratie, puisque la démocratie est basée sur la majorité. Et donc ces petites minorités très influentes sur le plan médiatique et politique dans des pays comme la Belgique, mais il y en a d'autres, finalement banalisent en fait ce discours frériste. Les frères donc ayant choisi ces personnages-là, comme Sandrine Rousseau par exemple en France, comme des alliés. Des alliés qu'ils bien sûr rejetteront plus tard, mais qui pour le moment sont des alliés très précieux puisqu'ils agissent en bulldozer en fait de la démocratie. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a cette volonté, en fait, pour arriver à leur fin, de passer par la société, c'est-à-dire par le vêtement, j'avais lu un article, absolument pas une enquête passionnante, je crois que c'est dans Le Soir, où vous étiez allé voir des femmes à Marseille et vous expliquiez que cet entrisme se faisait, encore une fois, par les femmes. C'est-à-dire qu'on arrive par la société en imposant le halal, en imposant une certaine forme, cette forme de mode là pour arriver à banaliser finalement cette philosophie ou cette religion un peu extrême des frères musulmans. C'est vraiment, c'est un projet, hein. Les frères musulmans, oui. C'est un projet basé sur une vision, sur une identité et sur un programme. Donc ça ne représente pas l'islam en général. Non, je me suis mal exprimée, mais bien sûr, c'est leur projet à eux. Voilà, et ce projet, effectivement, c'est de ne pas passer par le politique. C'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement politico-religieux, indissociablement. Et donc l'idée, c'est de rester en dehors du jeu partisan, du jeu politique, et de travailler via les associations pour la défense des droits, via les universités aussi. L'entrisme est très fort au niveau des universités, et puis au niveau donc des institutions européennes qui sont particulièrement noyautées. Malheureusement. Ce que vous racontez, est-ce que vous avez le sentiment que ces jeunes femmes qui portent le hijab, enfin ces femmes qui portent le hijab et qui disent c'est mon choix, c'est ma liberté, elles ont conscience parfois d'être manipulées? Je pense qu'un certain nombre de personnes sont relativement conscientes des enjeux et sont d'accord avec l'idée qu'il faut propager cette norme islamiste. Mais je pense qu'elles essaient aussi de s'en tirer à titre individuel, puisqu'elles subissent, comme toutes les femmes musulmanes aujourd'hui, des pressions, et elles essaient de s'en tirer un peu à titre individuel par la promotion de la mode, etc., de s'arranger en fait avec la norme. En ce sens-là, on peut dire qu'elles sont quand même assez conscientes de ce qu'elles font. Maintenant, est-ce qu'elles mesurent, est-ce qu'elles sont forcément des membres de la confrérie attitrés? Non, pas forcément. Il y en a très peu. Oui. Il y en a très peu. Oui. Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous vous sentez un peu seul dans ce combat? Il est vrai que les universitaires comme moi qui sont conscients de ce problème-là sont très peu nombreux. On nous met beaucoup d'obstacles. On a peu de financement, on a peu de promotion. Donc effectivement, c'est un combat difficile. Mais en même temps, on est de plus en plus nombreux. Je parlais des lanceurs d'alerte qui sont quand même très actifs sur les réseaux sociaux. Je suis pas pessimiste, je suis pas très optimiste
optimiste non plus, je dois dire. C'est vrai en raison notamment des menaces qui pèsent sur nous. Vous recevez régulièrement des menaces à propos de ce que vous écrivez ? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et cette campagne vous a quand même étonné ou pas, Beauty is in diversity, la beauté dans la diversité comme la liberté dans le hijab. Vous avez été étonné par cette campagne qui était quand même assez inattendue du Conseil de l'Europe. Enfin, en tout cas pour ceux qui, même vous qui êtes vraiment plongé dans tout cet univers, est-ce que ça vous a surpris ? Pas du tout, ça m'a évidemment pas du tout surpris. Ça vous a conforté. J'avais déjà décrit ce processus de halalisation de la mode et tous les secteurs de la société, donc j'étais pas surprise. Ce qui m'a surpris, c'est le peu de réactions, à part en France, de peu de réactions de nos partenaires États membres européens. Ça, c'est très préoccupant. Et je pense que à partir du moment où la France sera donc à la présidence de l'Union européenne à partir de 2022, je pense qu'il faudrait que la France soulève ces problèmes avec ses partenaires européens qui ne sont pas forcément conscients du problème. Mais je décris d'autres affaires comme l'affaire du tuto hijab que je décris, je crois, dans le livre Cacher cet islamisme, où on vante en Belgique, sous prétexte d'humour, le voile auprès des jeunes filles mineures. Et l'université, les associations de lutte contre les discriminations se mettent à vanter ce genre de pratiques. Voilà, donc le message vraiment qu'il faut faire passer, c'est que le hijab n'est évidemment pas un tissu, n'est évidemment pas un vêtement, c'est une pratique religieuse. D'ailleurs, on devrait pas parler du voile, mais du voilement. C'est très codifié, c'est une obligation selon malheureusement une interprétation hégémonique de l'islam, et c'est cela qu'il faut rappeler sans cesse. Hier, c'est amusant parce que quelqu'un vient de me l'envoyer, mais j'allais vous poser la question, et vous l'avez peut-être vu hier, un hijab unisexe a été mis en vente par Benetton. C'est quoi? C'est de la provoque? C'est de l'opportunisme? C'est quoi? Oui, c'est le marketing, c'est la plaisanterie, le sarcasme. C'est fait pour vendre. Il n'y a pas de prosélytisme chez Benetton. Mais en même temps, si vous regardez la femme à un hijab, c'est-à-dire que ce hijab rouge est réglementaire, il cache tout sauf l'ovale du visage, alors que l'homme le porte comme une cagoule. Absolument, vous avez raison. Donc, je regarde les photos, les cheveux de l'homme dépassent, le bas remonte légèrement sous la lèvre, alors que celui de la femme est vraiment porté comme un voile. Vous avez raison, je n'avais pas observé cette nuance. On est vraiment là dans le double discours, à la fois du marketing et à la fois du frérisme. Là où ils s'entendent très bien. J'encourage vraiment tout le monde, ceux qui sont intéressés par le sujet, parce que vous faites un travail remarquable, à lire vos livres, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, qui était paru au Seuil, et puis Cacher cet islamisme, voile et laïcité dans la cancel culture. Vraiment des ouvrages courageux, intéressants, passionnants et documentés. Merci beaucoup, j'étais très heureuse de vous recevoir ce matin, Florence Bergeaud-Blacker. Merci à vous.